Alpol, chapitre 3. Camille fut réveillée un matin par un mouvement de roulis inhabituel. Elle se leva à la hâte et rejoignit ses compagnons. Ils avaient atteint le lac Chêne durant la nuit et y avaient déjà parcouru une belle distance. Le navire était cerné par une immensité bleue que le vent sculptait en vagues arrondies. L'air était chargé d'humidité, le bois clair du pont supérieur marqué par les embruns. Quand Salim entraîna Camille sur la plateforme qui s'élevait au sommet du mât de vigie, ils ne distinguèrent aucune terre à l'horizon. Pourquoi appelle-t-il ça un lac? S'étonna le garçon. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait réussi à le traverser à la nage. C'est le fait qu'il soit à l'intérieur des terres et l'absence de celle qui lui donne son nom, se moqua Camille. Pas les performances des nageurs. Peut-être, répondit Salim sans se démonter. Mais il n'empêche que c'est stupide. Si je sale l'eau de ma baignoire, ça n'en fait pas un océan. Pourquoi dessaler un océan en ferait-il un lac? Salim, tu es un âne! Vraiment? Non, évidemment. D'ailleurs, il y a de telles vagues et de tels animaux dans ce lac que je ne peux que te donner raison. Salim n'avait pas souvent le dernier mot avec Camille. Il se préparait à pousser son avantage lorsque Bjorn les rejoignit sur le pont. Il tendit le bras vers le nord-est. Alchen est là-bas, Leur indiqua-t-il. J'y ai passé ma jeunesse. La ferme de mes grands-parents ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres de la côte. C'est un des plus beaux coins que je connaisse. Tu crois qu'on s'y arrêtera? L'interrogea Camille. Ça m'étonnerait. Le navire semble tirer plein nord. Edwin m'a demandé de venir vous chercher. Il va certainement nous exposer ce qu'il a prévu. Ils suivirent le chevalier vers la cabine, où ils se réunissaient et prenaient leur repas. L'altercation qui avait opposé le maître d'armes à Camille avait modifié le comportement de ce dernier. Il demandait volontiers leur avis à ses compagnons, surtout à Eyana, et expliquait la plupart de ses décisions. Nous devons faire un choix dont dépendra la suite de notre voyage. Commença-t-il lorsqu'ils furent tous là. Nous allons traverser le lac puis remonter le Polymage pendant 5 jours. Ensuite, nous rencontrerons des rapides, et le fleuve ne sera plus navigable. Il nous faudra aborder. Sur quelle rive? Demanda Eyana. C'est ce dont je souhaitais vous parler. Nous pourrons traverser le Polymage avant les contreforts de la chaîne du pôle. Il n'existe pas de gué et les 2 ponts qui le franchissaient ont été détruits par les Raïs. Notre décision est donc importante. Il faut aborder du côté où se trouve Alpol, ça me semble évident. L'interrompit Camille. Ce n'est pas aussi simple. Notre destination se trouve dans les montagnes, là où le Polymage n'est encore qu'une rivière. De la rive que nous choisirons dépendent les difficultés que nous aurons à affronter, pas la possibilité de rallier Alpol. C'est-à-dire? Demanda Bjorn. À l'ouest, les plateaux d'Astariul, une contrée inhabitée parmi les plus sauvages de l'Empire, grouillante de bêtes féroces et de monstres affamés. Et à l'est? Interrogea Salim. Une piste assez praticable. Elle traverse une région peu accidentée et rejoint la citadelle des frontaliers qui se trouve à 4 ou 5 jours de marche d'Alpol. Le choix ne me semble pas très difficile. Edwin continua comme s'il n'avait pas entendu. Les combats contre les Rays se déroulent dans cette zone. Avant de nous retrouver en sécurité dans la citadelle, il nous faudra franchir les rangs d'au moins 50 000 guerriers cochons. Ça fait beaucoup, Admis Chiamvit. même pour un Faël. Et Yana leva les yeux au ciel. La modestie ne t'étouffe pas, railla-t-elle. Je veux juste avoir conscience de ma valeur. Sourit Chiam. Rien de plus. Et tu ne pas être non plus un modèle d'humilité. Ah, 0 pour les Faël. Jugea Maître Diom dans l'hilarité générale. Lorsque les rires se furent éteints, Edwin reprit la parole. L'ouest, décida-t-il. Nous passerons par l'ouest, même si j'aurais donné cher pour gagner la citadelle. Pourquoi donc? S'étonna Bjorn. Parce qu'avec 10 frontaliers pour nous épauler, rallier Alpol devenait une promenade de santé, ou presque. Mais les rails sont entre nous et la citadelle. Nous affronterons donc les plateaux d'Astariul. La décision était prise et comme chacun avait entièrement confiance à Edwin, nul ne la contesta. Les frontaliers sont à ce point redoutables? Demanda alors Salim. Les guerriers cochons sont des milliers. Ils sont dangereux, méchants et trop bêtes pour connaître la peur. Ils ne savent que tuer et mourir. Pourtant, ils n'ont pas tenté de prendre la citadelle. Ils ont continué à avancer en lévitant, attendant que l'Empire soit tombé pour l'attaquer en force. Qu'est-ce qui empêche les dessinateurs Tlich de raser la citadelle? Insista le garçon. Edwin sourit et se leva. Il posa la main sur l'épaule de Salim. Merwin était un frontalier, bonhomme. Ça explique tout. Ça n'expliquait rien pour Salim, qui n'osa pourtant pas se montrer plus curieux. Edwin conclut. Il nous faudra 3 jours pour traverser le lac Chêne. Dans un peu plus d'1 semaine, nous débarquerons. Nous aurons fini avec la partie tranquille du voyage. Une nuit, peu de temps avant qu'il ne retrouve le Polymage, Camille fut tirée de son sommeil par l'agitation du chuchoteur. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité. Les grandes roues à aubes ne tournaient pas, la perle de chêne était immobile. Le maître navigateur prenait ses rares heures de repos quotidien, et elle ne s'inquiéta pas. Le comportement de la bestiole, en revanche, la surprit. Elle allait et venait sur sa couverture en couinant et en remuant la tête. « Qu'est-ce que tu as » murmura Camille en tendant la main. Le chuchoteur sauta sur le plancher et se dirigea vers la porte de la cabine.
Il était rare qu'il utilise ses pattes pour se déplacer et la curiosité de Camille en fut attisée. Elle posa les pieds au sol en frissonnant. Depuis 2 jours, il faisait froid. Edwin les avait prévenus que le climat au nord serait bien plus rude qu'à Algeit, et elle s'enveloppa dans son poncho. « C'est bon !» chuchota-t-elle pour ne pas réveiller Yana. « J'arrive !» Quand elle ouvrit la porte, le chuchoteur s'engouffra dans le couloir. Il avait beau courir vite, il était si petit qu'elle n'avait aucun mal à le suivre. « Attends !» proposa-t-elle. « Je vais te porter !» Comme s'il avait compris, il s'arrêta. Camille le prit dans sa main. « Tu veux qu'on monte sur le pont ?» suggéra-t-elle. Devinant que le couinement du chuchoteur était une réponse positive, elle sortit à l'air libre. Des millions d'étoiles et la lune presque pleine nimbaient le bateau d'une pâle lueur fantomatique. L'air était frais. De nouveau, Camille frissonna. Un léger clapotis attira son attention et elle s'approcha du bastingage. La surface du lac ruisselait d'argent, des milliers de vaguelettes renvoyant au ciel nocturne la lumière des astres. Camille ouvrit de grands yeux. La dame était là, à quelques mètres du navire. Son dos luisant était de la couleur des flots et sa taille rendait insignifiant tous les êtres vivants. Elle était 10 fois plus grosse que celle que Camille avait entrevue, et aussi immuable qu'une montagne. Et sa tête à moitié enfoncée dans l'eau dépassait le pont du bateau. Un œil, plus haut qu'un homme, s'ouvrit et Camille vit qu'il était pareil à l'océan, profond, sage et incompréhensible. Un iris immense et mordoré se braqua sur elle. Camille plongea son âme. Longtemps, la dame et l'adolescente se regardèrent. Un courant fondamental circula entre elles, jouant sur des sens disparus depuis des millénaires. Porteur d'une parfaite et muette compréhension, puis au bout d'une éternité, la baleine se laissa lentement couler. Juste avant de se fondre dans les profondeurs, elle bascula avec une grâce surnaturelle. Sa nageoire caudale ruisselante se dressa silencieusement vers le ciel, et battit l'air comme pour sceller définitivement un accord que Camille ignorait avoir passé, mais qui était gravé au plus profond de son âme. Puis, sans le moindre remous, la dame disparut.